messieurs, il est 20h et c'est l'heure de la grande édition du soir. Les titres, c'est dans un instant. Dans l'actualité ce soir, le bilan des personnes mortes dans le nord du pays à la suite de vents violents accompagnés de fortes pluies a été revu à la hausse. 4 personnes ont déjà perdu la vie, le bétail n'a pas été épargné. Vous verrez tout cela dans ce 20h. Également à suivre dans ce 20h le contre-pied de l'association pour le développement de l'élevage. Selon elle, le Sénégal n'est pas à l'abri d'une pénurie de moutons cette année. Est-il permis de consommer de la viande rouge? Y a-t-il une limite à ne pas dépasser? Quelles sont les conséquences? Éléments de réponse à suivre dans ce journal. Le président de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté rassure sur le cas Boydjiné. Selon Bouba Diouf Tall, Modou Fall se porte bien. Il a juste été placé en isolement. À l'étranger, l'opposition gabonaise dépose un recours à la Cour suprême pour le recomptage des voix, bureau de vote par bureau de vote. Le président sortant entend faire la même chose. Selon lui, des cas de fraude ont été signalés dans le fief de son principal opposant. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous, mais avant de développer ces titres, on l'a appris ce matin, un grave accident de la circulation a fait 5 morts et des dizaines de blessés. Les victimes étaient à bord d'un bus en partance pour Sédhiou. Le véhicule a dérapé et a heurté un arbre sur la route de Nioro. L'accident s'est produit vers 4 h du matin. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Des morts, il y en a eu également à Man, c'est dans le nord du pays. Les vents violents accompagnés de fortes pluies ont fait 4 morts et plusieurs dégâts matériels. Vous allez le voir dans ce reportage, les populations sont dépassées par les événements sur place. Moussa Soumandiagne et Abdou Boy. Le bilan du passage de la tempête s'alourdit de plus en plus dans la commune de Mbane. En effet, 4 personnes ont finalement perdu la vie, sans compter le cheptel qui a subi des dégâts incommensurables. Présentement, l'heure est au recensement des dégâts et la plupart des populations sont dans le désarroi, comme l'attestent ici les habitants des villages de Temeipel, Sana 1 et 2 qui ont tout perdu dans la nuit du lundi au mardi. Nous avons tout perdu. Les maisons ont perdu leur toit, les ponts de murs sont tombés. Les arbres sont déracinés ici, les dégâts sont difficilement quantifiables. Du fait de la lenteur des secours, les sinistrés n'ont pas manqué de contester jusqu'à la dernière énergie le comportement des autorités locales. On est très mécontent de l'attitude du sous-préfet de Mbane et du maire de cette localité d'Embel. Et pourtant, chaque jour, ils passent ici sans même nous rendre visite, c'est pas normal. Il faut qu'ils sachent que Temei fait partie de la commune de Mbane. Face à cette situation pénible et désagréable, les populations de Mbane attirent l'attention du chef de l'État pour que des secours soient diligentés dans les plus brefs délais pour soutenir ces populations souffrantes. Je vous lisais en titre, l'association pour le développement de l'élevage tire la sonnette d'alarme. Selon elle, les populations ne sont pas à l'abri d'une pénurie de moutons lors de la fête de Tabaski. Une déclaration diamétralement opposée à celle du ministre de l'élevage qui soutient mordicus que Dakar et le reste du pays aura sa part du gâteau. Les précisions de notre stagiaire Maguette Diallo et Mohamed Ba. Le Sénégal serait-il sous la hantise d'une pénurie de moutons à 3 jours de la Tabaski? En tout cas, c'est ce qu'affirme Moussa Sambassou, président de l'association pour le développement de l'élevage intégré au Sénégal. Notre association s'inscrit en feu car aux théories selon lesquelles les moutons de la Tabaski de cette année seraient disponibles. Les Sénégalais sont plus que jamais menacés par beaucoup de familles. Risquent d'avoir la surprise de leur vie. La cause de cette pénurie, la politisation du secteur de l'élevage, selon toujours Moussa Sow. La biaise va plus loin, elle fustige l'attitude et la mauvaise gestion du ministre responsable du déficit de moutons de cette année. Notre association, celle pour le développement intégré de l'élevage, ATDIEZ, fustige le comportement du ministre en charge de l'élevage. En effet, sa politique depuis sa prise de service ne milite pas en faveur d'un développement harmonieux de ces secteurs aussi
clés. À quelques jours de l'Eid el-Kébir, les Sénégalais vont devoir prendre leur mal en patience le temps qu'un approvisionnement complet et total soit fait sur l'ensemble du territoire national. L'État annonce son approvisionnement correct sur l'ensemble du territoire national à partir de ce vendredi. Eh bien, nous verrons tout cela dans nos éditions, bien entendu, du week-end. À l'occasion de la fête de Tabaski, les populations consomment beaucoup de viande, mais il ne faudrait surtout pas dépasser la limite fixée à 500 grammes par jour. Au-delà de ce poids, le consommateur court des risques. Selon des diététiciens, un excès de consommation de la viande rouge est à l'origine de plusieurs maladies cardiovasculaires. C'est un sujet de Moussa Sen, Seydou Sow et Amadou Kouyaté. Parlons de la viande rouge. C'est quoi la viande rouge? Devrait-on en manger sans danger? Voilà entre autres préoccupations des populations avec l'approche de la Tabaski. On distingue 3 sortes de viande rouge qui comprend le bœuf, le mouton et le cheval, mais nous nous intéressons à celle du mouton. Donc, la viande rouge, caractérisée. La viande rouge a des caractéristiques. Elle n'est pas mauvaise, mais en consommer trop peut être très dangereux pour la santé de la personne. La viande rouge augmente les risques de maladies cardiovasculaires. Elle peut aussi provoquer la maladie de la goutte. Il est encore plus grave pour la personne qui consomme seulement de la viande rouge sans légumes. Cela ne veut pas dire que la viande rouge est mauvaise à la santé. Au contraire, elle est riche en nutriments importants comme les protéines de grande quantité, la vitamine D, les vitamines B et plus particulièrement la vitamine B12. Cependant, le consommateur doit toujours respecter les recommandations de son médecin. Il faut éviter le trop de sel, surtout les personnes malades de tension. Le médecin leur recommande toujours de faire gaffe au sel dans les repas. Pour la Tabaski en général, on oublie les personnes âgées alors qu'elles en font partie. L'âge est un facteur de risque des maladies cardiovasculaires, ou plutôt de l'hypertension artérielle. Selon le diététicien spécialiste en alimentation, les populations qui consomment trop de viande rouge sont donc averties aux conséquences sanitaires. Hassan Diaye conseille aux personnes de consommer moins de 500 grammes de viande rouge par semaine. Espérons que Moussa Sen, cette affaire sera facile le jour de la Tabaski. Et puis cette affaire de viande rouge est au menu de votre émission hebdomadaire Urgence que vous pourrez suivre ce soir à partir de 20h45, bien entendu sur la 2STV. Santé toujours, le tabac tue 6 millions de personnes par an dans le monde. Un chiffre qui donne des sueurs froides. Le Sénégal ne veut pas être à la traîne dans cette lutte. Un comité national de lutte contre le tabac a été installé dans toutes les régions. Celui de Dakar a vu le jour aujourd'hui. Il comprend des autorités du ministère de la Santé, des membres des collectivités locales et la société civile et aussi des partenaires. Les éclairages à l'instant même de l'âge Malik Sissé. La progression de la mortalité due au tabagisme dans le monde fait froid dans le dos. 6 millions de morts par an, dont 600 000 non-fumeurs. Selon l'Organisation mondiale de la santé, à partir de 2020, 10 millions de morts seront enregistrés par an, dont 70% dans les pays pauvres. Face à l'évolution rapide du tabagisme, le Sénégal veut apporter des réponses nationales. Et depuis l'année dernière, l'État a mis en place un comité national de lutte contre le tabac dans les régions. Ce comité de lutte anti-tabac a pour mission de faciliter l'harmonisation des activités, la mobilisation des ressources et des partenaires, la prise en compte des aspects liés au sevrage tabagique. Il y a des personnes qui, pour arrêter de fumer, doivent être accompagnées. Il y a des personnes qui, s'ils arrêtent de fumer, tombent malades. Mais des gens comme ça, il va falloir les prendre en charge. Sur le plan économique, les pertes liées au tabagisme sont énormes. 200 millions de dollars par an dans le monde, dont 50% dans les pays pauvres. C'est pourquoi le programme national de lutte contre le tabac envisage de mettre en œuvre des sessions de formation et de sensibilisation à l'endroit des propriétaires d'hôtels, de restaurants et les forces de sécurité. Il est prévu la formation des forces de l'ordre, la formation des propriétaires de lieux publics, des propriétaires de bars, des propriétaires d'hôtels, en tout cas des propriétaires des lieux où il est interdit de fumer. Il va falloir former tout ce bon monde, il va falloir sensibiliser le public pour en tout cas faire en sorte que la loi soit appliquée. Et toutes les dispositions au plan législatif, au plan réglementaire,
ont été prises pour que l'application de la loi soit effective. Sur 192 pays, 180 ont déjà ratifié l'application de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac, informe le coordonnateur adjoint du Programme national de lutte contre le tabac. Il faut savoir que c'est en juin 2016 que l'Assemblée nationale a voté et adopté le projet de loi portant sur le protocole visant à interdire le commerce illicite des produits du tabac avant la signature des décrets d'application de la loi par le chef de l'État. En l'instant même, les précisions de l'Haj Malik Cissé et Pape Sambodjine va bien des assurances du président de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté. Il s'inscrit en faux contre les informations faisant état de torture dont le célèbre détenu aurait été victime. Il l'a dit en marge d'une rencontre. Nous l'écoutons. Bodjine, on l'a visité récemment. Quand son avocat a fait un communiqué à la presse pour dire qu'il va mourir et qu'il est maltraité et tout, on a été à la prison à Liberté. Il faut dire qu'on a été d'abord avant, même que quand même il y a ces allégations. L'État a construit un quartier spécial, qu'on appelle un quartier de haute sécurité, pour recevoir certains détenus spéciaux, dont Bodjine et tant d'autres. Donc, mais moi je ne suis pas autre, mais j'ai envoyé mon secrétaire et son équipe. Et devant eux, Bodjine a reconnu qu'il n'a jamais été torturé. Il a reconnu qu'il n'a jamais été torturé et que tout son problème, c'est sortir de son isolement. Boubou Diouf Tall se prononçait en marge de la cérémonie de présentation du plan stratégique 2016-2018, un programme pour la mise en place d'un plan d'action et la réalisation d'un plan de travail. L'objectif est de préparer en détail l'exécution du projet en identifiant les activités dans le but de produire des résultats attendus. Les précisions de Khardiata Yansi et Libas Ndir. Les conditions de vie des prisonniers constituent un véritable casse-tête pour les défenseurs des droits de l'homme. Lors de la présentation de son plan stratégique 2016-2018, l'Observatoire national des lieux de privation de liberté a encore dénoncé les tortures ou mauvais traitements dans les prisons. Éradiquer la torture. L'État ne peut pas du tout tolérer la torture. L'État ne le recommande pas. L'État ne le cautionne pas. Et ceux qui le font à risque et péril. Donc moi je pense qu'un agent de police qui a une famille, qui sait que ce qu'il fait n'est pas recommandé, n'est pas prescrit, et que ce qu'il fait va lui apporter des conséquences négatives pour lui dans sa carrière et dans sa famille, il a intérêt à ne pas le faire. Et le plus compliqué, je crois qu'ils le comprennent maintenant, les preuves qui sont recueillies sur l'effet de la torture ne sont pas acceptées au tribunal. Donc il n'y a pas utilité à recourir à la torture. Dans la stratégie de lutte contre la surpopulation carcérale figurent en première ligne les longues détentions préventives et les mandats de dépôt qui ne favorisent pas le désengorgement des prisons. Il faut de plus en plus recourir aux peines alternatives au mode d'aménagement des peines. Ne plus recourir systématiquement au mandat de dépôt. C'est une manière de désengorger les prisons. La deuxième mesure peut être construire des prisons ou réhabiliter les prisons qui existent. Et surtout, encore comme le président le fait, s'appuyer sur la grâce et sur la libération conditionnelle pour désengorger les prisons, en mettant dehors ceux qui le méritent. Pour l'application de la loi portant sur le respect des droits des prisonniers, l'ONLP appelle les États membres à se conformer à la loi de l'UEMOA. Une question dans ce journal. Quelle lecture faire des propos de Mbaye Ndiaye? Le spécialiste des élections à l'APR pense qu'il est temps pour son parti de réfléchir sur une alliance avec le Parti démocratique sénégalais. Une déclaration qui fait suite à la victoire de la coalition de Taxawu Dakar lors de l'élection du HCCT. Les libéraux avaient soutenu la liste dirigée par Khalifa Sall. Selon Mbaye Ndiaye, ce sont les libéraux qui ont donné la victoire aux maires socialistes. C'est un travail de Babou Ndour et Libas Ndir. Mbaye Ndiaye vote oui pour le bon voisinage entre l'Alliance pour la République et le Parti démocratique sénégalais. Le ministre d'État déclare que cette retrouvaille est inévitable car le PDS et l'APR sont issus d'une même famille libérale. Selon l'ancien maire des Parcelles Assainies, le PDS a fait office de faiseur de roi lors de l'élection des hauts conseillers. Une méthode qui a fait gagner la coalition And Taxawu Dakar et qui pourtant pouvait être évitée. Le PDS qui n'a pas eu de liste, qui a donné le mot d'ordre pour soutenir la liste Taxawu Dakar, effectivement, est le faiseur de roi. Non, ce n'est pas une victoire qu'il faut qualifier de victoire contre la mouvance présidentielle autre qu'une association de forces. Il n'est pas interdit de faire un clin d'œil à une formation politique dans ce pays. Seulement Mbaye Ndiaye verse dans l'illusion, semble dire Hassan Ba. Pour lui, le Parti démocratique sénégalais demeure et demeurera dans l'opposition.
jusqu'aux prochaines élections présidentielles de 2019. Et ce qui est clair, c'est que nous, au Parti démocratique sénégalais, nous sommes dans l'opposition et nous entendons demeurer dans l'opposition pour se battre avec nos amis qui sont dans l'opposition pour très rapidement revenir aux affaires. Notre ambition, c'est de revenir aux affaires et de gérer les affaires. Notre ambition n'est pas d'être à la remorque, n'est-ce pas, de l'APR, qui n'est pas d'ailleurs un parti. Tahaou Dakar reste donc leader dans la capitale. Une victoire que Mbaye Ndiaye minimise car attribuée au PDS avec plus de 130 conseillers. Pour Mbaye Ndiaye, ça ce n'est pas une victoire. La suite du débat sur le Haut Conseil des collectivités territoriales tout à l'heure dans votre émission Par Conviction. Notre invité, Salou Samb, président du Conseil départemental de Mbour, il se prononcera sur l'affaire du Kankourang qui fait polémique en ce moment dans la localité. L'homme abordera aussi la qualification des Lions de la Teranga à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il est le président du stade de Mbour. Rendez-vous est pris donc tout à l'heure à partir de 21h15 sur la 2STV. En attendant, nous continuons à parler de politique dans ce journal. Les propos de Maître Bokar Moussa Thiam qui met mal à l'aise le Parti socialiste. Le porte-parole adjoint de cette formation politique menace de barrer la route au maire de Dakar s'il refuse de suivre la direction du parti. Une déclaration qualifiée d'enfantillage par des proches de Khalifa Sall. Par contre, des proches d'Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du PS, n'apprécient pas aussi, on va dire, cette sortie de Maître Bokar Moussa Thiam. C'est un élément de la Sanassissé. Le Parti socialiste fait encore parler de lui. Cette fois-ci, c'est le porte-parole adjoint qui est sorti pour en découdre avec le maire de Dakar. Maître Moussa Bokar Thiam compte le combattre s'il ne se plie pas aux décisions du parti, mais la réplique ne s'est pas faite attendre. Le terrain politique, ce n'est pas le barreau. La politique, c'est des réalités. C'est paradoxal de vouloir se séparer d'un camarade qui gagne. En démocratie, c'est lui qui gagne. C'est le meilleur. Si vous avez un camarade qui, quelles que soient les circonstances, part à des élections et les remporte, moi je pense que la logique politique voudrait qu'on l'appelle et qu'on discute avec lui. Le Parti socialiste, lors des locales en 2014, avait sorti une lettre circulaire dans laquelle il disait clairement que les militants peuvent s'allier à la base au niveau de Benno. Mais lorsque c'est impossible, ils peuvent trouver d'autres formes d'alliance. Et c'est ce qui a donné naissance à Tahaou Dakar. Donc Tahaou Dakar n'a rien de compromettant par rapport au parti. Tahaou Dakar répond à la logique de la lettre circulaire en 2014. Khalifa Sall ne sera jamais le candidat du PS selon toujours Moussa Bokar Thiam, mais là aussi, ce n'est pas à lui de décider. Ce n'est pas à lui de déterminer qui sera candidat ou qui ne sera pas candidat. Le parti a des instances régulières. C'est au niveau des instances du parti que l'on déterminera qui sera candidat. Mais nous n'en sommes pas encore là. Le conseiller politique de Khalifa Sall est catégorique. C'est aujourd'hui qu'ils sont plus que jamais ancrés dans le PS. Du côté de certains responsables proches de Tanor Dieng, l'on n'apprécie pas non plus les propos de Moussa Bokar Thiam. Et nous reparlons du débat posé par l'Union des conseillers des affaires étrangères du Sénégal. Quelle est la place de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU? C'est le thème qui a été choisi. Les diplomates sénégalais proposent une réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Selon eux, cela permettra à l'Afrique de pouvoir jouer pleinement son rôle. Les explications de Khadim Baye et Libas Taïdir. Quelle place pour l'Afrique dans ce 21e siècle? Une question qui suscite des débats chez les diplomates sénégalais. Plus de 60% de l'ordre du jour du Conseil de sécurité ne concerne que des problèmes africains. Eh bien, pourquoi l'Afrique n'aurait-elle pas son mot à dire par rapport à ces problèmes-là? Surtout ayant une position qui lui permettrait de pouvoir, bien sûr, décider. À l'heure actuelle, notre continent n'a que 3 membres non permanents au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pensons que l'Afrique doit être représentée dans la catégorie des membres permanents au Conseil de sécurité. Nous avons développé depuis Ezulwini au Swaziland une position commune africaine qu'on appelle le consensus d'Ezulwini, qui réclame 2 sièges permanents et 2 sièges non permanents additionnels aux 3 que nous avons déjà. Donc 5 sièges non permanents. L'Afrique veut désormais 5 membres non permanents, 2 permanents. Le Sénégal, 7e contributeur de troupes pour le maintien de la paix dans le monde, mérite bien un veto, selon le chef de la diplomatie sénégalaise.
Et nous reparlons de la Tabaski dans ce journal. Les collectivités remettent à l'occasion de cette fête des secours, encore appelée aide, une aide qui peut aller jusqu'à 30 000 francs CFA par famille, de l'argent distribué aux nécessiteux, des nécessiteux qui se sont déplacés en masse cet après-midi à la mairie de Dakar Plateau où les deals procédaient à la distribution de plusieurs enveloppes. On voit ça avec notre stagiaire Ndeye Morosan. Les Dakarois sont présents devant la mairie de Dakar Plateau. Des femmes venues avec leurs enfants en bas âge, des grands-pères et des grands-mères se sont déplacés en dépit de la chaleur et de la fatigue, plein d'espoir. C'est une grande aide pour toute la population Dakar Plateau. Le maire de Dakar, Alioune Ndoye, octroie aux populations dakaroises une aide pour la Tabaski. Ainsi, il contribue à l'épanouissement et au bien-être de la population dakaroise. Vraiment être proche des populations et autant que possible les assister. Et là, ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle un peu les secours aux indigents. Et donc, c'est une forme de redistribution, si on veut. Aider les gens dans le besoin constitue non pas une promesse faite au peuple dakarois, mais un devoir envers ses concitoyens. Connaissance, mais c'est des enquêtes qui sont faites, c'est des contacts dans les quartiers, c'est des demandes, hein, c'est une tonne de demandes que nous avons. Malheureusement, nous avons du mal à tout satisfaire, compte tenu des possibilités. Une aide à la santé leur a aussi été concédée, un soulagement pour les pères de famille dans le besoin. Il nous fait une carte, la carte communale. La carte communale, c'est tu donnes 2000 francs, on te fait une carte communale. Quand tu es malade, tu sais, un père de famille, quand tu l'aides sur la prise en charge des malades, tu l'as vraiment aidé. C'est mieux qu'il nous donne des mandats de 20 000 et qu'on part. Mais s'il prend la charge médicale, là, ça devient plus... Les aides du maire de Dakar Plateau, Alioune Ndoye, ne s'arrêtent pas là. En plus de l'aide faite pour la Tabaski, il concède à ses concitoyens une aide financière afin qu'ils puissent effectuer leur pèlerinage dans des lieux qui leur sont chers. La pratique de l'excision est en net recul dans le sud du pays, plus précisément à Sédhiou. Selon l'ONG Tostan, ce fait de société est en train de disparaître dans les départements de Bounkiling et de Goudomp. Des localités jadis par le passé étaient championnes dans ce domaine. Ces résultats ont été publiés lors d'un atelier de restitution. C'est une correspondance de Robert Djandi et Khalid Jamé. L'excision, les mariages précoces ainsi que les problèmes de l'état civil sont des fléaux persistants dans la région de Sédhiou et contre lesquels l'ONG Tostan s'était engagée à les combattre dans le cadre du programme Johnson & Johnson avec des résultats appréciables. Au départ du programme, il y avait plus de 70% qui vraiment soutenaient la pratique de l'excision. Mais au finish, nous sommes rendus compte qu'il y a également plus de 80% de ces villages qui disent qu'on ne pratique plus l'excision au niveau de la zone. Ce recul est surtout favorisé par le choix porté sur 16 jeunes issus de ces communautés villageoises pour dérouler des actions de sensibilisation en direction de leurs parents. On a formé 7 jeunes dans la commune. Et ces jeunes-là vraiment sont bien quand même outillés vraiment pour faire une sensibilisation. Ils nous ont bien accompagnés, ils ont bien sensibilisé les populations. Ils ont fait partout des campagnes de sensibilisation et d'information dans toute la commune de Nyanga. Au titre des recommandations, les autorités encouragent ces jeunes et les incitent à user de la dénonciation aux besoins. Renforcer les acquis, mettre à l'échelle les bonnes pratiques, mais également pour que ces jeunes-là servent de sentinelles. S'il le faut, aller jusqu'à la culture de la dénonciation, s'il y a certaines dérives qui persistent, notamment dans le cadre de l'excision. Tostan procédait à un atelier de partage des résultats du programme Johnson & Johnson mis en œuvre dans 16 communautés villageoises des départements de Bounkiling et Goudomp depuis 18 mois. Restons dans le sud du pays où 32 élus locaux des régions du sud admis à l'école de la planification budgétaire sont sensibles aux droits des enfants et des femmes. Une initiative d'ENDA, Jeunesse Action, en collaboration avec la coopération espagnole et Save the Children sur place, Chertidiane Sissé et Kaba Sissé. Renforcer la bonne gouvernance locale pour une meilleure protection de l'enfance avec un accent sur l'éradication de toute forme de violence contre l'enfance et la femme. Voilà ce qui, 72 heures durant, a préoccupé
32 élus locaux venus des régions de Sédhiou, Kolda et Ziguinchor. L'initiative est de ENDA Jeunesse Action, la coopération espagnole et Save the Children. On avait fait des visites auprès de toutes les collectivités locales d'intervention. Il s'est trouvé qu'il y a certaines collectivités locales qui sont déjà dans le processus de budgétisation participative et qui ont même des conseils municipaux d'enfants. Donc aujourd'hui, l'objectif de cet atelier est de pouvoir déjà partager ces connaissances-là, harmoniser les outils qui sont utilisés aussi bien par les collectivités locales que par Save the Children, qu'on ait en fait des pourcentages des budgets qui sont dédiés uniquement aux enfants et aux femmes. Les connaissances partagées et les leçons apprises ont suffi pour obtenir l'engagement des collectivités locales concernées à réserver désormais une part importante de leur budget à la protection des droits de l'enfant et des femmes. Dans la commune de Ouloukar que je dirige, nous avons mis le conseil municipal des enfants à l'image du conseil municipal des adultes. Chaque fois que nous allons discuter du budget, on va les associer, on va travailler avec eux, discuter avec eux, savoir quels sont leurs problèmes. Maintenant, ensemble, nous allons voir quelles sont les solutions qu'on peut trouver au niveau du conseil municipal, au niveau des partenaires, au niveau de nos expatriés. Je crois que c'est la principale leçon que nous avons tirée de ces 3 jours d'échange. L'autre décision, et pas la moindre, c'est la généralisation de la création des conseils communaux d'enfants, une expérience déjà devenue réalité dans certaines collectivités locales de la région de Sédhiou. Des Gabonais ont manifesté cet après-midi à Dakar. Ils dénoncent les violences post-électorales qui secouent le pays en ce moment. Des violences qui ont déjà fait plus de 7 morts et des dizaines de blessés. Des dizaines de disparus, je dirais même. Le climat est très tendu sur place. L'opposition a finalement déposé un recours cet après-midi pour le recomptage des voix, bureau de vote par bureau de vote. Le président sortant entend lui aussi saisir la Cour suprême. Selon lui, des cas de fraude ont été signalés dans le fief de son principal adversaire Jean Ping. C'est un sujet de Khadim Baye. Le cas de Jean Ping a finalement déposé un recours devant la Cour constitutionnelle pour le recomptage des voix bureau par bureau. Une décision pour contester les résultats de l'élection présidentielle. Seulement cette même Cour est considérée comme une tour de piste par le camp de Jean Ping, selon RFI. Une déclaration de l'opposant était d'ailleurs très attendue cet après-midi. L'attente va finalement se prolonger jusqu'à demain. Ali Bongo, lui aussi, a décidé de déposer un recours. Le fils d'Omar Bongo estime qu'il existe des preuves tangibles d'une fraude de l'opposition, notamment à Oboué, région natale de Jean Ping. Voilà tout ce qu'on pouvait dire pour ce soir. Un grand merci à toutes les personnes qui ont suivi cette édition. L'info revient demain à 13h, c'est en Wolof, mais retrouvez donc Fatounian à partir de demain, ainsi que pour tout le VSD, bien entendu, à cette même place à partir de 20h. Dans un court instant, c'est-à-dire dans moins de 3 minutes maintenant, votre émission hebdomadaire au cœur des Navetanes. Aujourd'hui, Babou Ndour vous propose le derby de la zone 8B, l'ASC Dantal contre Ndali. C'est juste à partir de 20h30 et 20h45. Urgence aujourd'hui, Moussa Sen, notre confrère, s'intéresse à la viande rouge. Donc en prélude à la Tabaski, un sujet très intéressant et que je vous invite aussi à suivre. Et puis dans la foulée, par conviction, à partir de 21h15, aujourd'hui notre invité, Saliou Samb, président du conseil départemental de Mbour. Il sera question de faire un peu le point sur le HCCT, le Haut Conseil des collectivités territoriales. Bien entendu, de parler aussi du concurrent de Mbour, qui fait polémique en ce moment dans la localité. Du football aussi, puisque notre invité est le président du stade de Mbour. Il sera beaucoup question dans cette émission de parler de la qualification des Lions. Quelles sont un peu les chances donc des Lions de la Teranga lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? On s'en souvient toujours. L'épisode de Bata est toujours dans les esprits. C'était vraiment la catastrophe, une campagne catastrophique, la dernière des Lions. Quant à moi, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la 2STV. D'ici là, portez-vous bien.